la forêt analogue a pour but d'imiter la forêt mature dans sa structure architecturale et ses fonctions écologiques. La forêt analogue, elle va être donc une méthode de sylviculture dominée par les arbres, un écosystème dominé par les arbres, dont le but est d'être analogue, similaire à la forêt mature d'origine. Donc on a besoin, évidemment, et là on est complètement d'accord, des forêts matures. Ça va être notre modèle. Ce qui est intéressant dans la foresterie analogue, c'est qu'on va intégrer dans ce modèle des espèces utiles aux hommes, des espèces médicinales, alimentaires, des espèces esthétiques peut-être, végétales, et peut-être des espèces exotiques. Dans la foresterie analogue, on a des forêts analogues, au Sri Lanka, en Amazonie, en Équateur, avec 90% d'espèces exotiques dedans. Ce qui importe, c'est pas le fait qu'elles viennent d'ici ou d'ailleurs, parce que, bon alors ça c'est un débat, mais nous on a une vision, on entend cette petite antienne, parfois attention aux espèces exotiques invasives, attention... Et en fait, dans la foresterie analogue, ce qui importe, c'est le rôle que va jouer le végétal dans la structure et la fonction écologique. Donc en fait, on a ce schéma qui va être la succession écologique, que je pourrais vous montrer plus en détail, mais où en fait, là on a une échelle temporaire, en écosystème on va parler de climax. Le climax en fait, c'est un état qu'atteint un écosystème lorsqu'il y a une diversité biologique importante qui lui permet en fait d'avoir un certain équilibre. Et vous savez évidemment que plus la diversité biologique est élevée, plus un écosystème résiste au déséquilibre provoqué par quelque chose à l'extérieur. Ça vaut pour les humains, ça vaut pour tous, c'est une règle générale écologique. Donc, dans le modèle de l'agriculture, en tout cas en Europe, on est basé sur un modèle de la monoculture, c'est-à-dire l'utilisation d'un espèce végétale avec souvent des intrants plantés sur une grande étendue spatiale. On parle beaucoup d'agroforesterie. Alors c'est bien, c'est un premier pas, hein. Mais l'agroforesterie, pour l'instant, c'est mettre des arbres sur une ferme. Typiquement, on a un champ de blé, on voit ça dans la Beauce aujourd'hui, on va mettre des noisetiers, mais plutôt en ligne, hein. Donc ça ramène de la biomasse, ça va nourrir les sols, ça va les enrichir un petit peu, ça va créer quelques micro-habitats, mais c'est pas encore quelque chose sur la biodiversité. Là où nous, dans la foresterie analogue, on s'est inspiré, on est proche d'un mouvement pour la biodiversité, c'est la permaculture évidemment. La permaculture, elle va intégrer cette composante des lianes, des espèces aromatiques, médicinales, un point de vue holistique. La permaculture n'a pas pour but de faire de l'agriculture, on parle bien de permaculture. Il y a une volonté philosophique, il y a une volonté esthétique dans la permaculture. Et donc la foresterie analogue s'est inspirée des 8 ou 9 principes de la permaculture. Donc là je mets perma, agro, agri ou monoculture, hein, malheureusement aujourd'hui c'est souvent similaire. Ici, bon, je dessine pas très bien, mais je fais un froufrou parce qu'il faut imaginer des espèces, des singes en milieu tropical, des renards en milieu tempéré, des animaux, un écosystème avec des arbres assez grands, avec une grande canopée, plus de 60% d'ombre, ce qu'on peut appeler la forêt dans son état climatique. Et donc la forêt analogue, FA, forêt analogue, elle va être ici, au-delà de la permaculture, parce qu'elle intègre les composants de la permaculture, mais elle va ajouter cette idée d'imiter la forêt mature, et donc, c'était ça aussi que je voulais dire aujourd'hui comme message, c'est que nous, on va soutenir évidemment toutes les initiatives visant à recréer des forêts primaires. On soutient complètement. En revanche, on a besoin aujourd'hui de données sur les forêts anthropogéniques en Europe. On a très peu de données scientifiques là-dessus, je suis très surpris. On a des données maintenant sur les reconstitutions d'écosystèmes en milieu tropical. Et on voit que ça va vite, et beaucoup plus vite que prévu. Et ça, dans la foresterie analogue, on le savait depuis longtemps, mais maintenant c'est bien qu'il y ait beaucoup de chercheurs qui le disent. Oui, alors, qu'est-ce qu'une forêt anthropogénique, s'il vous plaît ? Eh bien, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, il y a deux types de forêts, d'après nous. Il y a les forêts naturelles, qui sont des forêts laissées à leur libre évolution sans intervention humaine pendant assez longtemps. Une forêt anthropogénique, c'est une forêt qui a été plantée par les hommes. Vous voyez ? Et donc qui généralement contient beaucoup d'espèces utiles pour les hommes. Et je donnais l'exemple de l'Amazonie où on sait aujourd'hui qu'il y a de larges régions de l'Amazonie qui sont des forêts anthropogéniques. On parle aussi de jardins-forêts. Je vous donnerai la référence en français d'un livre
d'une personne qui a appliqué ce modèle. Il a été entraîné dans les milieux tropicaux et il fait des jardins-forêts en France. Le jardin-forêt, en fait, en milieu tropical, c'est un écosystème autour des villages où on a des plantes médicinales, des plantes alimentaires sous couvert forestier, des palmiers, c'est ce qu'on appelle un jardin-forêt. Techniquement, c'est une forêt anthropogénique. Et donc, ce qu'on voit, nous, en tout cas en milieu tropical, en forêt analogue, c'est qu'on arrive dans le design de forêt analogue. Donc au début, on va mettre surtout des espèces pérennes, l'écosystème va grandir. En 15 ans, on arrive à reproduire un écosystème qui agit comme une forêt primaire. Pas complètement, mais elle commence à en avoir les fonctions écologiques et la structure architecturale. Production d'oxygène, séquestration de carbone, structuration du sol, micro-habitat, les espèces d'oiseaux reviennent. On a des exemples, Sri Lanka, ancienne monoculture de thé sur 20 hectares, reconstituée en forêt analogue, 20 ans après, on est passé de 15 espèces d'oiseaux à 120 espèces d'oiseaux. On pourrait multiplier des exemples, mais ça va très vite, ça donne beaucoup d'espoir, c'est vital. Et donc, on n'a pas ces données sur le milieu tempéré. Et ça, c'est quand même surprenant, c'est-à-dire que une autre donnée qu'on n'a pas, c'est la production d'oxygène. Aujourd'hui, tout le monde s'excite sur la question du carbone, mais personne ne s'intéresse à l'oxygène, c'est-à-dire que l'oxygène, il est utilisé dans la combustion des énergies fossiles. Au niveau mondial, ça baisse. Quelle est la seule espèce vivante sur Terre qui produit de l'oxygène? Les plantes, les arbres, dans les forêts. Et donc, effectivement, quand les écosystèmes deviennent matures, on sait que les gros arbres, avec leurs troncs, émettent moins d'oxygène, mais c'est là où vous voyez apparaître les épiphytes, notamment, qui sont des lianes et des espèces de plantes qui produisent de l'oxygène net. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de tronc. C'est des plantes qui se mettent sur les arbres. Donc en fait, plus l'écosystème devient complexe, et plus la production d'oxygène augmente. Vous savez qu'un atome de carbone séquestré relâche par une plante une molécule de carbone séquestrée relâche 100 molécules d'eau sur un végétal. On n'a pas les données sur la production d'oxygène. Et ça, c'est un gros problème en fait. Parce que l'oxygène, il doit être pris en compte, il doit être valorisé, si vous voulez, si on veut survivre. La seule solution, c'est ça. On pourra en reparler, mais c'est la question du fait qu'en fait, aujourd'hui, la production d'oxygène n'est pas reconnue. Nulle part. Elle n'est pas quantifiée, personne s'en inquiète. Un autre problème, c'est que la chlorophylle des végétaux, elle produit à son optimum à 37 degrés. Donc le réchauffement climatique, si on passe à 38, 39, 40 degrés, comment va être la production alimentaire dans un contexte de réchauffement climatique? Personne n'en parle. Il n'y a que les forêts qui pourront répondre à ces enjeux, que les forêts. Donc, voilà.